Nos représentations de la nature, de l'homme, de l'animalité, etc., sont héritées de schémas de pensée qui, pour la plupart, sont imprégnés de différentes valeurs religieuses ou philosophiques, etc. Il y a plein de choses dont on n'est pas véritablement conscient dans notre manière de voir le monde à tous les niveaux. Et l'un des schémas de pensée que nous avons hérité de certains penseurs et de certaines traditions nous présente, pour nous en tous les cas, Stéphane vient de rappeler que le droit avait évolué depuis très peu finalement, et bien l'un de ces schémas de pensée nous présente une frontière très nette, très radicale entre l'homme et l'animal. En gros, l'homme serait doté d'une âme, serait sensible, doué d'une intelligence et d'une raison, tandis que l'animal, ce serait un être au mieux doué d'un instinct mécanique et qui aurait donc des conduites uniformes, presque ce que l'on a appelé, ce que Descartes a appelé un animal-machine. Bon. Encore une fois, voilà, reconnaître la sensibilité à l'animal, manifestement, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors, je suis là donc pour vous présenter un petit peu la philosophie de Spinoza, au moins sur cet angle-là, sur ce problème-là, parce que cette philosophie de Spinoza nous invite à remettre en question un peu ces représentations, à repenser donc la frontière entre l'homme et l'animal, puisque c'est le titre de la conférence de ce soir. Mais précisément pour bien comprendre, et je crois que c'est souvent le cas avec Spinoza, pour bien comprendre la portée de cette philosophie, il me semble que pour commencer, on doit forcément faire un détour par la philosophie dont nous sommes plus directement les héritiers, à savoir la philosophie de Descartes. On n'est plus directement les héritiers de Descartes dans notre manière de penser. On n'arrête pas de dire que les Français notamment sont un peuple cartésien, enfin bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon, a priori on le revendique assez facilement. Et donc voilà, on va commencer par réfléchir sur Descartes. Je vous annonce tout de suite, je vais avoir 4 moments dans mon exposé, je vais essayer de les faire les plus simplement et les plus clairement possible. Mais je dois vous prévenir quand même que ça ne va pas être de tourpeau quand même. Hein. Il va falloir faire travailler les ménages. Alors, premier moment donc de mon exposé, j'ai intitulé ça « L'homme et l'animal selon Descartes ». Alors, l'un des textes les plus fameux de Descartes, où il traite de la question de l'animal et de l'être humain, etc., c'est la lettre au marquis de Newcastle. Dans cette lettre, donc, le marquis de Newcastle lui écrit et lui pose une question, et Descartes donc va répondre à ce texte et à cette lettre et va donc rédiger un des textes qui sont les plus connus de Descartes. Dans cette lettre, Descartes va chercher à répondre à une question qui lui est posée par Newcastle à propos d'une formule que l'on trouve chez Montaigne. Montaigne, c'est un siècle avant, hein, c'est 1500, dans les années 1560 à peu près, hein, qu'il écrit le texte en question, Montaigne, dans une de ses formules, dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à animal. Alors, formule très étrange, mais sauf que pour argumenter cette idée-là, Montaigne, dans ce texte tiré des Essais, expose un certain nombre de prouesses réalisées par certains animaux dont il a entendu parler, et trouve ces prouesses tellement fantastiques, tellement extraordinaires, qu'il trouve ces animaux plus intelligents que beaucoup d'êtres humains, d'une certaine manière. Sauf que ça pose un problème très délicat à Descartes, parce que Descartes, lui, va tirer l'implication logique de cette réflexion de Montaigne, à savoir que de cette thèse, on devrait tirer cette implication, selon Montaigne, que à partir de là, il faudrait attribuer aux animaux autant qu'aux êtres humains, non seulement une intelligence comme celle des êtres humains, mais peut-être aussi une âme comme celle des êtres humains. Et ça pose un très gros problème à Descartes. Si je résume en quelques mots, parce que ce n'est pas absolument l'objet, mais on a besoin de passer par cette argumentation, résumer en quelques mots la réfutation que Descartes va essayer de faire de l'argument de Montaigne, va s'articuler autour de la pratique du langage.
lequel langage n'est possible pour Descartes que si nous disposons d'une pensée. Il va donc chercher à montrer qu'il y a une différence de nature entre les hommes et les animaux, différence telle que là où certaines conduites des animaux peuvent ressembler à l'usage du langage chez l'homme, il est possible de montrer qu'en réalité, ces conduites chez l'animal sont explicables par la seule mécanique du corps. Et donc, ne nécessitent pas de pensée, c'est-à-dire ne nécessitent pas la présence d'une âme chez l'animal. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas trop vite, c'est bon? Alors que le langage, au contraire, étant inexplicable par la seule mécanique du corps, est la preuve que chez l'homme, il y a une pensée véritable qui est due à la présence en lui d'une âme. C'est bon? Alors ce qui est sous-jacent ici, c'est en fait toute l'orientation de la philosophie de Descartes, qui, vous le savez certainement, est une philosophie dualiste. Voilà, pour aller très vite, chez Descartes, il existe deux substances absolument distinctes. D'une part, nous avons le corps, qui est ce que Descartes appelle une substance étendue sans pensée. C'est-à-dire une chose matérielle qui est soumise aux mécaniques, au mécanisme de la nature. D'accord? Et puis de l'autre côté, nous avons une âme, l'autre substance qui, elle, est la substance pensante et sans étendue, c'est-à-dire chose immatérielle, et qui échappe au mécanisme des lois de la nature, puisqu'elle est immatérielle. Ainsi donc, l'homme serait un composé de ces deux substances, alors que l'animal, lui, ne serait que du corps. Et donc, pourrait être pensé comme un animal-machine. J'insiste pas trop sur cette idée-là, mais il pourrait être pensé comme un animal-machine. Bien. On continue sur notre réflexion à propos du langage, parce que là encore, on a besoin d'un petit peu de tout ça pour comprendre les enjeux véritables de Descartes et comprendre les solutions qu'il trouve, pour ensuite vraiment comprendre Spinoza, si tant est que je puisse réussir à vous faire comprendre Spinoza. Descartes va donc montrer que l'animal ne possède pas la parole, et donc par là même qu'il n'est donc pas pourvu d'une âme. D'accord ? Et il va le montrer en définissant précisément le langage par trois caractéristiques. Les paroles sont des signes qui sont produits à propos des sujets qui se présentent et qui peuvent ne se rapporter à aucune passion. On reprend les trois. D'abord, Descartes dit que les paroles, ce sont des signes, en tant que tout ce qui peut faire sens. C'est-à-dire non seulement les mots que je suis en train de prononcer et que vous entendez et que vous comprenez, mais aussi, par exemple, les gestes que vont faire les muets, qui sont parfaitement signifiants également, et qui peuvent relever tout à fait du langage. Alors que l'animal, lui, vous comprenez que l'intérêt de cet argument, c'est de dire, vous voyez bien, la capacité qu'a le muet de faire des signes, des gestes, et de se faire comprendre comme s'il utilisait des mots, ça laisse entendre donc que lorsqu'il n'a pas l'organe pour parler, il trouve un moyen de substitution. Donc le langage est moins dépendant de la voix que de cette faculté intellectuelle par laquelle je vais trouver un moyen de m'exprimer quand même. L'animal, lui, si vous lui enlevez le moyen par lequel il s'exprime en général, il ne peut plus s'exprimer. Vous enlevez les ailes d'une abeille, elle ne va plus rien faire du tout. Vous enlevez l'organe par lequel un animal s'exprime en général, il est totalement incapable de continuer de s'exprimer. Bon. Maintenant, voyons le deuxième argument. Dans le langage, l'échange doit être fait, je cite l'expression de Descartes, à propos des sujets qui se présentent. C'est-à-dire en lien avec ce qui arrive ou en lien avec ce que va me dire quelqu'un d'autre.
En faisant ça, Descartes exclut le parler des perroquets. Ah oui, parce que le perroquet, il nous dit c'est toi Coco ou je sais pas quoi. En réalité, il ne répond jamais à nos questions. Il ne répond qu'à un contexte, qu'à une situation bien particulière. Ce qui veut donc dire qu'en fait, il produit des sons, mais il ne dit rien. Alors des sons qui peuvent nous impressionner, ça nous fait toujours marrer, mais en réalité, ça n'a strictement rien à voir avec du langage. Alors que, nous dit Descartes, les fous, ils nous répondent bien à propos des sujets qui se présentent. Puisque si vous posez une question à un fou, il va sans doute répondre de manière délirante, mais il va quand même répondre à votre question. Il va donner une réponse qui est totalement à côté de la plaque sans doute, mais il va vous donner une réponse quand même. Donc il comprend bien la question que vous lui avez posée. Donc le fou, qui lui-même ne peut pas avoir un usage raisonnable ou raisonné ou rationnel du langage, utilise bien du langage. C'est donc bien qu'il a de la pensée, même si sa pensée est délirante. Donc le fou est un être humain, le perroquet n'est pas un être humain. Bien. Et puis troisième critère pour définir le langage, ces signes que nous utilisons doivent enfin pouvoir ne se rapporter à aucune passion, nous dit Descartes. C'est-à-dire à aucun mouvement en nous, par exemple de la crainte, ou de l'espérance, ou de la joie. Ça veut dire que nous pouvons dire quelque chose sans y être contraints mécaniquement par l'état de notre corps. Sans réagir à la peur, par exemple, sans réagir à la douleur. Alors qu'à l'inverse, c'est précisément par ce moyen passionnel, si on peut dire, qu'on peut dresser un animal, par artifice, dit Descartes, à faire quelque chose qui nous paraît être comme ça du langage. Vous apprenez à un cheval à faire l'addition 3 plus 2, ça fait combien? Il va taper 5 fois parce qu'il a été contraint à taper 5 fois quand on lui dit cette phrase-là. Bon. Donc ça veut dire que l'animal ne donne pas véritablement une réponse, puisqu'il est simplement conditionné par le fait qu'il sait qu'il va avoir telle friandise une fois qu'il aura fait quelque chose, ou bien qu'il se prendra des coups de bâton s'il ne le fait pas. Hein, il va associer simplement conditionnement de la mémoire, il va associer les deux situations, et donc du même coup, il va faire quelque chose qui nous paraît être du langage, mais en réalité, ce n'est pas du langage. Donc si on ne sait pas, si on ne peut pas s'exprimer pour dire quelque chose, indépendamment de toute passion, alors ça n'est pas du langage. Alors je vais laisser de côté toutes les difficultés qui sont liées à la notion de passion, et dont toutes les réponses se trouvent dans ce petit livre qui ne coûte que 10 €, parce que ce serait un petit peu trop compliqué, mais c'est vrai que la lettre à Newcastle, du coup, chez Descartes, elle est très très intéressante, parce qu'on finit presque par des contradictions, enfin, on voit qu'il a du mal à traiter ce problème. J'essaie d'en donner une explication dans le livre. Mais je laisse donc de côté tout ça pour arriver aux conclusions qu'il tire, que Descartes tire sur la question de l'âme, donc, et surtout pour arriver à la conclusion qu'il tire sur l'un des problèmes importants auxquels la philosophie dualiste de Descartes, mais en général, est confrontée. La lettre à Newcastle se termine sur une véritable concession qui va être faite à l'animal. Descartes va accorder quand même quelque chose de positif à l'animal. C'est-à-dire qu'à tout prendre, l'animal ne peut tout de même pas être confondu avec une machine. Vous avez trouvé des textes sur vos chaises, ou bien je vous les ai donnés tout à l'heure au Stéphane. Je vous invite à regarder le premier extrait de Descartes qu'on va lire ensemble. Donc à la fin de la lettre à Newcastle, Descartes concède la chose suivante. On peut seulement dire que, bien que les bêtes ne fassent aucune action qui nous assure qu'elles pensent, autrement dit, rien qui nous donne la preuve qu'elles pensent véritablement. Donc il n'y a rien dans leur comportement qui nous dit ça. Bon, très bien. On peut seulement dire quand même que, toutefois, à cause que les organes de leur corps ne sont pas fort différents des nôtres, on peut conjecturer qu'il y a quelques pensées jointes à ces organes, ainsi que nous expérimentons en nous, bien que la leur soit beaucoup moins parfaite. Bon, c'est quoi cette concession faite à l'animal? C'est une concession qui est faite à l'animal comme être vivant. Ok, d'accord, on va admettre que l'animal est un être vivant. Très bien. Or, par la ressemblance de ses organes avec les nôtres, eh bien, il paraît plus proche, cet animal, de nous que de la machine. Bon, c'est la
moindre des choses quand même. Et donc, s'il paraît plus proche de nous que de la machine, c'est qu'il doit bien y avoir une forme de pensée chez lui. Il accepte de mettre la notion de pensée là, pour l'animal. Sauf que, tout de suite, à condition qu'on entende bien par là, je cite ce que je viens de vous lire, quelques pensées jointes à ses organes. Autrement dit, une pensée qui se limite à l'expérience que fait l'animal dans ses sensations. C'est vrai, vous pincez la patte d'un chien, il va se mettre à gueuler, il va réagir. Donc il y a bien une pensée de cet ordre-là, une sensation en quelque sorte. Bon. Donc, ok, on admet la concession que Descartes fait à l'animal. Mais en réalité, cette concession que Descartes fait à l'animal, elle n'est faite que pour mieux marquer, juste après, la vraie séparation, la seule qui compte entre l'homme et l'animal, et qui concerne la pensée cette fois-ci, non plus comme pure sensation, mais là comme pensée relative à une âme. Et c'est maintenant qu'on va voir la vraie concession. Une fois qu'il a fait cette concession, c'est en fait juste après pour dire oui mais quand même. Et alors oui mais quand même, voilà le deuxième extrait que vous avez sous les yeux. Je n'ai rien à répondre, donc sur cette question, hein, je n'ai rien à répondre sinon que si elles pensaient ainsi que nous, elles auraient une âme immortelle. Je vous l'avais dit au début, hein, c'est ça le problème de Descartes, c'est ça qui résiste à l'affirmation de Montaigne, il a un mal fou à admettre cette idée-là, forcément. Je n'ai rien à répondre sinon que si elles pensaient ainsi que nous, elles auraient une âme immortelle aussi bien que nous. Ce qui n'est pas vraisemblable. À cause qu'il n'y a point de raison pour le croire de quelques animaux, sans le croire de tous. Bon, l'enjeu véritable de la question, il est là. Et donc Descartes y arrive, à savoir, les animaux ne peuvent avoir de pensée de même nature que la nôtre, parce que si c'était le cas, ils auraient aussi une âme de même nature que la nôtre, dont la nature est d'être immortelle. Or, dit Descartes, il n'est pas vraisemblable de leur reconnaître une telle propriété, et ceci pour une raison extrêmement logique, c'est qu'en fait, il n'y aurait aucune raison de l'accorder à quelques-uns et de ne pas l'accorder à tous. Oui, mais sauf que si on l'accorde à tous, on tombe dans le ridicule. Et c'est ce que nous dit Descartes juste après, troisième extrait. À cause, donc je reprends juste avant, à cause qu'il n'y a point de raison pour le croire de quelques animaux sans le croire de tous, et qu'il y en a plusieurs trop imparfaits pour pouvoir croire cela d'eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc. Le culot de Descartes d'arriver à dire « Oh, quand même, on ne va pas donner une âme immortelle aux huîtres, quand même !» Enfin. Bon, et les éponges, voilà. Alors, l'argument de Descartes est donc radical. D'accord ? Si nous devions reconnaître une âme immortelle aux animaux, il n'y aurait pas de raison que nous la reconnaissions à certains et pas à d'autres. Or, il y a des animaux trop imparfaits, dit Descartes, pour que nous puissions leur reconnaître une telle âme immortelle, les huîtres, les éponges. Donc, puisque nous ne pouvons pas l'attribuer à tous, nous ne devons l'attribuer à aucun. Voilà. Le problème est réglé. D'accord ? Bien. Ce que j'aimerais que l'on comprenne, il me semble, je sens que vous n'êtes pas tous très convaincus, là, il y a un peu de perplexité, j'ai l'impression. D'une certaine manière, il me semble qu'on peut dire que Descartes, je crois, est allé au bout de la philosophie dualiste. C'est-à-dire qu'il arrive au bout de la problématique où finalement il devient extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de la défendre avec les outils dont il dispose. Et donc je crois qu'en fait Descartes clôt totalement, finit, achève toute une époque de la pensée et de la philosophie, et qu'il a fait un saut lui-même dans la modernité, dans la pensée moderne, notamment en pensant les choses de la nature sur un plan mécanique comme éléments de la nature, etc. Mais je pense aussi que, d'une certaine manière, il ne pouvait pas aller au bout de ce virage dans la modernité. Et je crois que celui qui a fait vraiment ce pas de plus pour entrer dans la modernité, c'est Spinoza. Deuxième
moment de ma réflexion. Je reprends une phrase qui est tirée de l'éthique. Il y a un exemplaire de l'éthique qui est ici. Le titre de ma deuxième partie, c'est donc « Nul ne sait ce que peut le corps ». Alors s'il y a une formule à retenir de Spinoza, c'est celle-là. Hein. Nul ne sait ce que peut le corps. Bon. Alors la formule de Spinoza se trouve au début de la troisième partie de l'éthique. Vous notez bien parce que je fais une interro tout à l'heure. Hein. Cette troisième partie de l'éthique, elle est intitulée « De l'origine et de la nature des affections ». Bon. Et elle annonce cette formule, cette phrase de Spinoza. Elle annonce une réfutation de l'idée selon laquelle il faudrait un principe autre que mécanique pour venir animer le corps. Principe autre que mécanique, c'est-à-dire l'âme. D'accord? Pour le redire autrement, ça veut dire que cette formule, elle invite plus généralement, en quelque sorte, à se défaire de la représentation cartésienne d'un homme constitué de deux substances distinctes, le corps, substance étendue sans pensée, et l'âme, substance pensante et sans étendue. Voilà. L'idée avec cette formule, c'est que Spinoza va faire en sorte de se débarrasser du dualisme en quelque sorte. Vous êtes prêts? Ça va être costaud, hein. Je vous préviens, ça va être du costaud. Alors, texte suivant qui est sur votre feuille, on va la resituer cette phrase. Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. C'est-à-dire, l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature, considérées en tant seulement que corporelles, le corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire à moins d'être déterminé par l'âme. On se la refait ou ça va? On se la refait une fois? Bon, on se la refait une fois. Allez. C'est absolument génial, ça. C'est une phrase, c'est absolument génial. Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. C'est-à-dire, l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent, ça fait 2 fois qu'il le dit, hein, ce que, par les seules lois de la nature, considérées en tant seulement que corporelles, le corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'âme. Regarde, on y vient, on va expliquer tout ça. Dans un premier temps, nous dit Spinoza, si on s'en tient à la démarche scientifique. Bon. Or, la démarche scientifique, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à penser les choses de la nature, entre guillemets, par les seules lois de la nature. D'accord? Un scientifique, il dit pas, il n'explique pas un phénomène par « Ah, bah ça c'est un miracle, ça. » D'accord? Le scientifique, il dit « Je sais ou je ne sais pas. » Alors vous pouvez croire ce que je ne sais pas, vous pouvez croire que c'est un miracle, mais moi je ne peux pas dire que c'est un miracle. Voilà, je ne sais pas. Donc, en fait, nous dit Spinoza, par la seule démarche scientifique qui consiste à penser les choses, donc par les seules lois de la nature considérées en tant seulement que corporelles, parce que quand on étudie la nature, bah, on étudie les choses qui peuplent la nature, qui sont dans la nature. Et bah, qu'est-ce qu'on peut y constater dans la nature? On y voit des corps, on y voit de la matière, on y voit tout un tas de choses. Eh bien, si on considère et qu'on pense les choses de cette manière, notre savoir donc sur ce que peut le corps est limité. Mais Spinoza le dit bien, il le dit 2 fois, ce savoir sur ce que peut le corps, il est limité jusqu'à présent. Il veut dire très simplement, là notamment, que la science, elle progresse toujours. À l'époque de Spinoza, on a appris des choses qu'on ne savait pas 10 ou 20 ou 150 ans ou 500 ans avant. D'accord? On est au XVIIe siècle, là. On est au siècle qui révolutionne totalement la pensée, la science, etc. Je vais parler de Galilée un petit peu plus tard. Donc, là, il nous dit, en fait, jusqu'à présent, oui, nul ne sait ce que peut le corps. Bon. Or, lorsqu'ils n'ont plus d'explication rationnelle par les seules lois de la nature, nous dit Spinoza, lorsqu'ils n'ont plus d'explication rationnelle à ça, sur ce que peut le corps, eh bien les hommes recourent à une explication par l'âme. Une explication par l'âme, entendue comme substance non corporelle, donc
comme phénomène surnaturel. Ça va? Alors ce problème qu'évoque Spinoza ici, il a déjà été pensé par Spinoza lui-même dans la deuxième partie de l'éthique. Et alors, il faut qu'on s'arrête un tout petit peu sur la manière dont il, dont il plante le décor, dont il pose le problème en quelque sorte. Parce que cette deuxième partie de l'éthique, elle s'intitule « De la nature et de l'origine de l'âme ». La première partie s'intitule « De Dieu ». D'accord ? On parlait de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Hein. Vous avez toutes les explications là-dedans. D'accord ? Non, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Non, mais oh, on en vend 3 ou 4, non Pardon, excusez-moi. Restez concentrés, s'il vous plaît. Allez. Donc, la deuxième partie, elle porte sur de la nature et de l'origine de l'âme. Bien. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début de cette partie, Spinoza va consacrer plusieurs pages à ce qu'on appelle traditionnellement un abrégé de physique. Au début de la partie consacrée à l'âme. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question de l'âme ne se pose pas hors de la physique, mais dans le cadre des lois physiques de la nature. C'est ça le grand reproche que Spinoza fait à Descartes. C'est-à-dire que Descartes veut faire de la science de l'être humain une science mécanique qui veut expliquer le comportement de l'homme par la mécanique, etc. Sauf que Descartes fait un pas en retrait en disant « Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par le corps, et donc il faut une âme qui nous vient de quelque chose d'autre. » Spinoza dit « Ben non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. » Donc, dans le début de cette partie qui est consacrée à l'âme, eh bien, Spinoza commence par faire quelques pages, consacrer quelques pages à ce qu'on appelle traditionnellement un abrégé de physique. Donc, ça veut dire que l'âme doit être pensée elle-même dans le cadre des lois physiques de la nature. Et au début de cet abrégé de physique, eh bien, Spinoza va énoncer un certain nombre d'axiomes. Vous savez que l'éthique est écrite comme un traité de géométrie, hein, là aussi, ça mériterait qu'on s'y arrête un petit peu, mais je ne veux pas m'écarter trop. Et notamment, il y a un objet que va s'efforcer d'expliquer Spinoza, qui est ce qu'il appelle un individu. Le concept est assez différent de ce qu'on entend d'habitude. Je crois que vous avez deux petites phrases qui sont données sur votre feuille. Les deux postulats, les deux axiomes que j'ai repris dans cet abrégé disent donc « Tous les corps se meuvent ou sont en repos ». Vous les avez bien, je crois. Hein, oui. Tous les corps se meuvent ou sont en repos. Et deuxièmement, chaque corps se meut tantôt plus lentement, tantôt plus vite. C'est un truc de départ. Voilà. L'axiome, c'est on pose un certain nombre de principes et on va voir si on peut en déduire un certain nombre de choses. Bien. Alors comprenons bien que dans ces deux phrases-là, le mot corps, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas votre corps. C'est le corps en tant que particule de matière, corpuscule si vous voulez. D'accord ? On est ici dans une description de la matière au niveau des atomes. Des corpuscules, mot que n'emploie jamais Spinoza directement, hein, mais on est bien dans ce genre de réflexion. Et là, en quelque sorte, on est renvoyé d'une certaine manière à quelques-unes des sources de la pensée de Spinoza, c'est-à-dire la philosophie atomiste des penseurs grecs, hein, les Démocrite, Épicure et Lucrèce. Enfin, Lucrèce, c'est un penseur latin, mais qui considère que la nature est constituée d'agrégats, de sommes d'atomes, et donc matière qui, comme vous le savez, ça signifie ça, atome, c'est-à-dire matière insécable, impossible à couper, en quelque sorte. Bon. Je m'arrête pas là-dessus parce que, enfin, vous allez voir, il nous faut un autre élément pour ça. Ces deux affirmations, tous les corps se meuvent ou sont en repos, et chaque corps se meut tantôt plus lentement, tantôt plus vite, ces deux affirmations, elles appliquent en fait un système, elles appliquent une vérité ou une affirmation que la physique de l'époque a mise au goût du jour. La physique de l'époque, elle a été révolutionnée par un certain Galilée. D'accord ? L'inventeur notamment de ce qu'on va appeler après lui, parce qu'il ne l'a pas théorisé vraiment, mais l'inventeur notamment du principe d'inertie. Alors vous savez ce que c'est que le principe d'inertie? Ce n'est pas le fait qu'un corps soit inerte. Le principe d'inertie, c'est l'idée qu'un corps qui est en mouvement, si aucun corps ne vient contrarier son mouvement, il restera éternellement en mouvement. Voilà, c'est ça le principe d'inertie. Toute la physique moderne est fondée là-dessus. D'accord ?
Et puis, si un corps est en repos, si aucun objet ne vient le mettre en mouvement, il restera en repos. Bon. C'est exactement ça que fait Spinoza ici. Bien. Dans une lettre qu'il va écrire en 1676, c'est-à-dire un an avant sa mort. Descartes, lui, est mort en 1650. Hein. D'accord ? Mais Spinoza va reprocher à Descartes, va expliquer à son interlocuteur, que Descartes a fait une erreur dans sa philosophie. Il a tendance, Descartes, à considérer le corps comme une masse au repos. Voilà. Un truc complètement inerte, pour le coup, au premier sens du terme, au sens que nous mettons traditionnellement dans ce mot-là. Et donc, du même coup, ayant fait ça, Descartes s'est trouvé dans la nécessité, pour animer ce corps, de lui adjoindre une âme non corporelle, automatiquement. Et Spinoza, lui, au contraire, va penser le corps, et donc cette fois, tous les corpuscules, mais notre corps également, etc., va penser les corps indépendamment d'une âme venue de l'extérieur, en trouvant dans la physique classique les principes de son autonomie. Vous me suivez toujours? Ça va? Je ne vais pas trop vite? Vous me dites, vous faites un grand signe, vous criez un peu, voilà. Phrase suivante sur votre feuille. Alors c'est très simple, hein, c'est presque enfantin ce qu'il nous raconte là. Les corps se distinguent les uns des autres par rapport au mouvement et au repos, à la vitesse et à la lenteur, et non par rapport à la substance. Autrement dit, les corps ne sont pas différents les uns des autres quant à leur soi-disant substance, quant à la matière dont ils sont constitués. Ils ne sont pas de nature radicalement différente les uns des autres. Ils sont constitués des mêmes éléments de base, sauf que ceux-ci, d'un corps à l'autre, sont dans des rapports différents de mouvement, de repos, de vitesse, de lenteur, etc. D'accord? C'est presque... Je faisais référence à ça avec des élèves avec qui j'ai travaillé là-dessus. C'est presque le tableau de Mendeleïev, vous savez, tableau des éléments. En fait, on s'est rendu compte que, oui, on est tous constitués des mêmes objets. La table, elle est constituée de matière qui est un peu dans moi aussi, mais arrangée différemment, quoi. Il n'y a pas besoin d'une infinité de matières différentes au pluriel. Il y a besoin d'une infinité d'éléments, mais le nombre de nature d'éléments, ça peut être limité, parce que tout ça, c'est une question d'arrangement, de mouvement, de vitesse, etc. Bon. Or, c'est sur la base de ces différents rapports, de vitesse, de lenteur, de repos, qu'on peut dire ce qu'est un individu. On regarde le texte suivant. Quand quelques corps de la même grandeur, ou de grandeur différente, subissent de la part des autres corps une pression qui les maintient appliqués les uns sur les autres, ou, s'ils se meuvent avec le même degré ou des degrés différents de vitesse, les fait se communiquer les uns aux autres leurs mouvements suivant un certain rapport, nous disons que ces corps sont unis entre eux, et que tous composent ensemble un même corps, c'est-à-dire un individu qui se distingue des autres, par le moyen de cette union de corps. Alors, pas très important que vous ayez absolument tout retenu de ce qu'il est dit là, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un individu pour Spinoza? Alors, qu'on se comprenne bien, un individu, c'est-à-dire un être humain si vous voulez, mais aussi un chien par exemple, ou un ver de terre, ou n'importe quoi d'autre. Une matière différente de l'autre. Exactement. Quand le magma sort de... N'importe Ça va donner de la lave ou du diamant. Si vous voulez, voilà, exactement. N'importe quoi qui compose un quelque chose. N'importe quoi, on va dire que ça s'appelle un individu. Et donc, l'individu, qu'est-ce que c'est? C'est un corps qui est composé d'autres corps plus élémentaires, mais qui peut être considéré dans une unité, en quelque sorte, par l'union de ces corps plus élémentaires. Donc, un individu, c'est un corps individué ou une entité complexe qui se distingue d'autres entités complexes, en tant qu'il se définit par cette union, par cette composition de corps simples qui lui est propre. D'accord? Alors, cette unité complexe, elle est obtenue, selon la référence que Spinoza, encore une fois, fait à la mécanique des lois de la nature. Elle est obtenue par le fait que ces corps élémentaires, ou ce qu'on appelle aussi des corps partis, eh bien, sont en mouvement et peuvent donc se communiquer les uns aux autres leurs mouvements suivant un certain rapport. Les éléments qui composent le corps ne sont donc pas
inertes. Mais au contraire, ils sont entre eux dans un constant rapport de mouvement et de repos, d'où les postulats que Spinoza va énoncer à propos du corps humain. Les deux premiers postulats qu'on va lire maintenant. Le corps humain est composé d'un très grand nombre d'individus de diverses natures, dont chacun est très composé. Vraiment dire en une phrase autant de choses, bon, on va y revenir. Et puis deuxième postulat, des individus dont le corps humain est composé, certains sont fluides, certains sont mous, certains enfin sont durs. Bon, à la limite, là, ils sont fous, là, ce qui est écrit là. Il faut juste qu'ils mettent des petites différences comme ça. Long, rond, carré, il aurait pu mettre plein d'autres choses, quoi. C'était pas très grave. Bon. En fait, là, Spinoza, il insiste sur le très grand nombre d'éléments dont est constitué un corps. Parce que, en fait, les éléments dont nous sommes constitués sont eux-mêmes constitués d'éléments, qui sont eux-mêmes constitués d'éléments, à l'infini. D'accord ? Un individu n'est donc pas une masse au repos, puisqu'il est constitué lui-même d'une infinité d'individus qui sont en constante relation dynamique, pas inerte, en constante relation dynamique les uns avec les autres. Et si les éléments constituants sont en permanente interaction entre eux, ils sont également en permanente interaction avec l'extérieur. Et ainsi donc le corps humain, comme tous les autres corps, est une partie de la nature et se trouve en constante relation avec les objets du monde extérieur. Je voudrais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas perdu de vue que le sujet de ce soir, c'est la frontière entre l'homme et l'animal. Mais alors quand ça va arriver, je vais vous dire, vous allez être scotché. Hein, ça va... Non mais bon, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu long au départ. Alors cette double interaction des corps-éléments qui composent le corps complexe de l'individu, l'interaction des corps-éléments entre eux et avec le monde extérieur. Ça va ? Encore une fois, que l'on parle du corps complexe de l'homme, du chien ou du ver de terre, cette double interaction, elle implique que tout corps composé d'autres corps, eux-mêmes composés d'autres corps, dispose d'un pouvoir d'être affecté proportionnel à la complexité et à la nature de sa composition. Je vous la refais ? Tout corps, quel qu'il soit, tout corps composé d'éléments qui sont des corps, qui sont composés d'éléments qui sont des corps, etc., tout corps étant en interaction permanente avec le monde extérieur notamment, dispose d'un pouvoir d'être affecté qui est proportionnel à la complexité et à la nature de sa composition. Vous allez voir, c'est très simple. C'est très très simple à comprendre. Alors regardons d'abord le postulat numéro 3 que je vous ai mis sur la feuille. Les individus composant le corps humain. Vous voyez, c'est intéressant, hein, les individus composant le corps humain. Donc je suis un individu sans doute, mais je suis bourré d'individus, à l'infini. Il y a plein de choses en moi qui sont, qu'on peut considérer comme des individus. Les individus composant le corps humain sont affectés, et conséquemment le corps humain lui-même est affecté, d'un très grand nombre de manières par les corps extérieurs. Ça veut dire que plus le degré d'organisation d'un corps est élevé, dû au nombre d'éléments partis, machin, plus il entre en interaction avec le monde extérieur. Je vais prendre 3 exemples, vous allez comprendre. Le ver de terre, il va être affecté peut-être par la lame d'un couteau, par exemple. Ça va l'affecter. D'accord ? Par la semelle d'une chaussure. Voilà, le ver de terre, il est affecté par ça. Je ne pense pas, j'y connais pas grand-chose, mais je ne pense pas qu'il soit affecté par la musique. Mettez de la musique, je ne suis pas sûr que le ver de terre ait une réaction quelconque. Je ne pense pas que ça l'affecte, ça. Un chien va être affecté par les caresses, par les coups. Il va être affecté par le ton d'une parole. Il va être affecté par une balle qu'on lance. D'accord ? Il a une réaction, il a quelque chose, il se passe un truc. Voilà. Donc le chien, il va être affecté par d'autres choses que le ver de terre. Le corps de l'homme, pour sa part, a un pouvoir d'être affecté d'un très grand nombre de manières, dit Spinoza. Ah bah oui, directement proportionnel à son degré de complexité, à son degré de composition. C'est-à-dire qu'un être humain va pouvoir être affecté par 3 notes de musique. D'accord ? Par un sourire, par la beauté d'un regard, par une parole vexante, par une conférence de philo à laquelle on ne comprend rien ou à laquelle on comprend quelque chose. Par tout, par n'importe quoi, par un clin d'œil, par... etc., etc. Bon. J'arrive à ma troisième partie. Je reprends là aussi une formule de Spinoza qui dit la chose suivante. L'âme est l'idée du corps.
L'âme est l'idée du corps. C'est une des phrases les plus difficiles à comprendre chez Spinoza. Je crois l'avoir compris. Je ne suis pas absolument à faire... Non, enfin si, je l'ai compris quand même. Au bout de quelques années de travail, on arrive à peu près à comprendre ce qu'il veut dire. Mais il faut passer souvent par des lecteurs de Spinoza pour bien comprendre ce que ça veut dire. Dans l'éthique, dans le livre L'éthique, Spinoza renverse totalement la question du lien âme-corps en prenant le contre-pied exact de la pensée de Descartes. Ça veut dire que, au lieu de partir de l'âme, comme fait Descartes, Spinoza part du corps. Et il part du corps en tant qu'il le définit comme un certain pouvoir d'être affecté. Gardez cette définition en tête, c'est absolument fondamental. C'est quoi un corps? C'est un pouvoir d'être affecté. C'est un certain pouvoir d'être affecté. Or, ces pouvoirs d'être affecté, donc, dépendant de la complexité de composition du corps, eh bien, tout corps a donc un tel pouvoir d'être affecté, plus ou moins selon la complexité de sa composition. C'est bon? Vous l'avez? Bien. Une huître. Puisque Descartes semble apprécier les huîtres, bah allons-y. Une huître, elle est affectée diversement, par l'eau salée par exemple, ou par quelques gouttes de citron de l'éversation. D'accord? Un chien sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, diversement affecté par une caresse ou par un coup de pied. Je suis affecté diversement par un sourire, par le sourire de quelqu'un que j'adore, que j'aime, ou par le sourire de quelqu'un que je déteste. C'est le même sourire, et pourtant, je suis affecté différemment par... Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, mais par une caresse. Ça dépend de l'endroit où on me l'a fait, la caresse, ça dépend qui me l'a fait, ça dépend dans quelles circonstances. Enfin, vous voyez, la même chose peut m'affecter totalement différemment. D'accord? Bon. Eh bien, dans tous ces corps, que ce soit l'huître, que ce soit le chien, que ce soit moi-même, que ce soit n'importe quoi, dans tous ces corps, quelque chose dans la composition des éléments qui les constituent leur fait bien reconnaître l'eau salée ou le citron, chez l'huître par exemple, le sourire ou la tête mauvaise qu'on me fait, le coup ou la caresse que l'on donne au chien. Il y a bien quelque chose qui fait reconnaître ces différentes choses. Eh bien Spinoza nous invite à appeler ce quelque chose qui fait reconnaître ces différentes expériences l'âme. Regardons le texte suivant. Par ce qui précède, alors attention, il est génial aussi ce texte. Par ce qui précède, nous ne connaissons pas seulement que l'âme humaine est unie au corps, mais aussi ce qu'il faut entendre par l'union de l'âme et du corps. Personne cependant ne pourra se faire de cette union une idée adéquate, c'est-à-dire distincte, s'il ne connaît auparavant la nature de notre corps. Car ce que nous avons montré jusqu'ici est tout à fait commun et se rapporte également aux hommes et aux autres individus, lesquels sont tous animés, bien qu'à des degrés divers. Oh, splendide ça. Alors c'est splendide pourquoi? Parce qu'en fait, il a le culot dans ce texte-là, dans ce passage, de s'adresser directement à Descartes. Alors on est bien d'accord, Descartes est mort, hein, donc il ne risque pas grand-chose, mais voilà, il s'adresse directement à Descartes. Il utilise des expressions qui sont totalement chez Descartes, l'union de l'âme et du corps, une idée distincte, etc. Bon. Donc, Spinoza s'adresse directement à Descartes, mais justement pour dire exactement le contraire de Descartes. À savoir notamment que on ne peut avoir de l'union de l'âme et du corps une idée un peu distincte, un peu claire, que si l'on a, dit Spinoza, auparavant, une connaissance non pas de l'âme, mais de la nature du corps. Et bien plus, ce qui vient d'être dit, que je viens de vous expliquer sur les corps, c'est tout à fait commun, dit Spinoza. Tout à fait commun, c'est-à-dire que ça s'applique aussi bien aux hommes et aux autres individus. Donc, ça veut dire que ces autres individus, loin d'être différents en nature par rapport aux hommes, ne se distinguent en réalité que par la différence de pouvoir d'être affectés de leur corps. Ce ne sont pas des êtres différents en nature de nous, ils ont simplement un pouvoir d'être affectés qui est moins puissant
parce que la complexité de leur corps est moins importante que la complexité de notre propre corps. Alors, ce qui fait que, pour faire le bilan de ces deux points-là, en faisant du corps et de l'âme deux substances, Descartes part du haut pour attribuer l'âme substance pensante qu'aux hommes seuls. En dessous, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, il n'y a que des corps. Ok ? Il y a éventuellement un peu de pensée, vous vous rappelez, mais seulement au niveau des sensations. Mais en tous les cas, âme, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas parler de ça. Bien. Spinoza, lui, à l'inverse, il part du bas. C'est-à-dire qu'il fait de tous les êtres des modes particuliers de la substance unique qui est la nature, chez Spinoza. Très très bien expliqué là-dedans, enfin, comme vous voulez, hein, mais bon. Il fait de tous les êtres des modes particuliers de la substance, de la nature, et en fait, il ne voit entre tous les êtres qu'une différence de degré qui correspond aux différents niveaux de complexité des corps, donc à l'âme dont ils sont tous animés, bien qu'à des degrés divers. Ça va? Donc, ça fait quoi? Ça fait que l'âme n'est donc pas une substance, on est bien d'accord. Hein? L'âme, elle n'est que le pouvoir de reconnaître que possède tout corps, les diverses manières dont il est affecté par les corps extérieurs. Voilà, ça n'est que ça, l'âme. L'âme, ce sera donc la reconnaissance de l'eau salée ou du citron chez l'huître. L'âme, ce sera la reconnaissance de la lame du couteau chez le ver de terre, qui va se tortiller. Bon. Ce sera la sensation de plaisir sur le chien à qui on lance une balle, etc., etc. Pour ce qui est de l'âme humaine, eh bien, du fait que le corps peut être disposé d'un plus grand nombre de manières, nous dit Spinoza, cette âme humaine, elle se distingue par sa capacité à percevoir un très grand nombre de choses. Et ainsi donc l'idée du corps, en quoi consiste l'âme humaine, l'idée du corps, en quoi consiste l'âme humaine, ne peut pas être réduite à une idée simple parce qu'en fait elle prend un très grand nombre de formes. Cette âme humaine, elle peut prendre la forme de sensation, de perception, d'imagination, de sentiment, de raisonnement, etc. L'âme humaine, elle peut prendre successivement toutes ces formes-là. Elle n'est donc jamais une chose, l'âme humaine. Elle est seulement une idée dont la forme, que ce soit sensation, perception, etc., se rapporte au très grand nombre de manières dont le corps est affecté par les choses extérieures, ou dont lui-même d'ailleurs peut affecter les choses extérieures. En somme donc, l'âme humaine, c'est cette faculté que nous possédons d'avoir une certaine connaissance du monde. Au même titre que l'huître, le chien ou le ver de terre ont eux aussi une certaine connaissance du monde, ou reconnaissance du monde. Sauf que l'âme humaine, du fait de la très grande complexité de composition du corps humain, peut donner lieu au moins, on va s'accrocher un petit peu, c'est la dernière chose un peu complexe à saisir, l'âme humaine peut donner lieu au moins à deux types, ou plutôt à deux genres de connaissances, des choses extérieures. Alors je vais aller très vite, et vraiment je vais le faire de manière très concrète et très simple, parce qu'en fait, Spinoza est très concret, contrairement à ce qu'on croit d'habitude. Une fois qu'on a réussi à rentrer un peu dans sa manière de faire, c'est finalement assez concret. Premier genre de connaissance, pour illustrer le premier genre de connaissance. Je plonge dans la mer. J'ai une sensation de froid et de peur. La mer est un peu agitée. Cette sensation contient non seulement la nature du corps humain, c'est mon corps qui est affecté, je suis bien affecté par quelque chose, mais contient aussi la nature du corps extérieur, la vague. Plus exactement, je crois connaître la nature de cette vague en tant qu'elle est froide, dangereuse, etc. Alors que quelqu'un d'autre peut très bien plonger exactement au même endroit et lui se sentir parfaitement comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Bon, autrement dit, je ne connais de cette manière les corps extérieurs que par les effets qu'ils produisent sur mon corps. Ça va ? En réalité, si je dis que la vague est froide et dangereuse, je ne connais pas la vague, mais l'effet qu'elle produit sur mon corps. On est bien d'accord ? C'est donc davantage mon corps, plutôt l'affection qu'il y a, l'affection de mon corps, c'est donc plutôt mon corps que je connais que la vague elle-même. Cette soi-disant connaissance, elle est fondée, il n'y a pas de jeu de mots, excusez-moi, par expérience vague. Je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça que c'est dit.
cette connaissance, elle est fondée par expérience vague. C'est-à-dire qu'elle repose essentiellement sur les sens. C'est une connaissance donc du premier genre, mais qui n'est pas très fiable, puisqu'en réalité, je connais moins la chose elle-même que l'effet que la chose a sur moi. D'accord? Bon. Mais il y a une deuxième forme de connaissance que nous pouvons avoir. L'âme humaine peut s'élever à un deuxième genre qui est celui de la raison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'inverse des sens et de la compréhension ou de la connaissance que j'ai de la vague, par exemple, les sens ne peuvent me donner que des idées inadéquates des choses, puisque je ne connais pas vraiment les choses elles-mêmes, mais l'effet qu'elles produisent sur moi. Eh bien, la raison, elle peut constituer des idées adéquates, c'est-à-dire, elle peut mieux comprendre, elle peut bien comprendre la nature des choses. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de former ce que Spinoza appelle des notions communes. J'arrête de vous noyer sur toutes ces notions, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Les notions communes, c'est la compréhension de ce qu'il y a de commun entre les corps. On l'a déjà vu, ça. On l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Vous vous rappelez, Spinoza nous a précisé au début de la deuxième partie que les corps sont tous en mouvement et en repos, ou en repos. Et que lorsqu'ils sont en mouvement, ils se meuvent tantôt plus lentement, tantôt plus vite. Autrement dit, au-delà du fait que je sais que les corps sont différents les uns des autres, ma raison est surtout le pouvoir de savoir que tous les corps, un homme, un chien, un ver de terre, un serpent, un requin, un scorpion, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, tous les corps ont en commun d'être composés de rapports de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur. Vous me suivez toujours? Ça va à peu près? Vous allez voir, ça va se traduire tout de suite, parce que j'arrive tout de suite aux animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par là, la raison est le pouvoir de comprendre non plus seulement les effets que produisent les corps sur le nôtre, mais de comprendre les causes de ces effets. Elle va au-delà, la raison, elle va au-delà du seul effet négatif de la vague, par exemple, en permettant d'avoir l'idée de ce qui convient entre les rapports qui constituent la vague et les rapports qui me constituent moi. Si je comprends que je ne peux pas lutter contre la vague, et que peut-être le meilleur moyen de me sortir de cette vague, c'est de me laisser porter et d'attendre que je sois plus à proximité d'un point ou je ne sais quoi, eh bien, si j'accepte de comprendre que ma manière de rencontrer la vague doit prendre en compte la nature même de la vague, et donc me laisser porter sans forcer, les très mauvais nageurs font comme ça. Moi, je suis un très mauvais nageur. Je lutte en permanence et je ne sais pas me laisser porter. D'accord? Eh bien, voilà, le très bon nageur, lui, il sait que ce n'est pas la peine de lutter. Le très mauvais nageur, il n'arrive pas à comprendre ça. Mais dès qu'on arrive à lui faire comprendre que le problème, c'est de comprendre comment combiner, en quelque sorte, les rapports qui composent mon propre corps avec les rapports qui composent le corps de la vague, dès que j'ai compris comment je peux combiner les deux, je commence à avoir une meilleure approche de la vague. Ça va? Vous êtes toujours là? C'est bon? Quatrième et dernière partie, je vous rassure. Je suis long. Hein. Nous et les animaux. Ah bah oui, c'est vrai, je te fais parler des animaux, c'est vrai. Voilà. Alors, à partir de la compréhension des rapports qui constituent les corps extérieurs et mon propre corps. Le pouvoir de la raison, donc, concrètement, c'est d'organiser les rencontres entre les corps extérieurs et le mien. D'accord? Ça veut dire que par la raison, notre âme ait ce pouvoir de comprendre que les corps ne sont pas des substances distinctes les unes des autres, mais qu'au contraire, elles ont tous, ces corps, ils ont tous, le vôtre, celui du requin, celui du chien méchant, celui de tout ce que vous voulez, tous ces corps, ils ont tous quelque chose en commun, à savoir qu'ils sont tous constitués des mêmes éléments en mouvement ou au repos, avec des différences de vitesse et de lenteur, ce qui veut dire une chose très simple, c'est qu'ils sont tous doués d'un certain pouvoir d'être affectés par les autres corps. Voilà, c'est le point absolument essentiel qu'il faut retenir ce soir au moins. Descartes pensait les choses en tant qu'elles sont d'essence, de nature différente. Et donc en particulier, l'être humain,
doté d'une âme, immortelle, etc. L'essence d'une chose, selon Spinoza, doit être pensée par rapport à la manière dont elle est affectée par les autres corps. Et en fait, l'essence d'une chose, c'est extrêmement simple chez Spinoza. C'est qu'une chose, elle a une seule préoccupation. C'est de continuer à être ce qu'elle est. Une chose, elle n'est animée en quelque sorte que par une loi naturelle. C'est qu'elle s'efforce de persévérer dans son être, dit Spinoza. C'est la phrase qui est écrite, je crois, à la suite sur votre feuille. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Là aussi, formule archi connue de Spinoza, peut-être même encore un tout petit peu plus connue maintenant depuis 3 secondes, mais voilà, c'est une des formules archi célèbres de Spinoza. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose, autant qu'il est en elle, c'est-à-dire autant qu'elle en a le pouvoir. D'accord? Tend spontanément à continuer à être, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort, on reprend le mot latin en général qui correspond, c'est ce qu'on appelle le conatus. Ça veut dire que toute situation, quelle qu'elle soit, ça veut dire que tout corps extérieur, par exemple, qui permettra à une chose de persévérer dans son être, eh bien, conviendra à cette chose et sera cause d'un accroissement de la puissance de cette chose. Oh, ça paraît très compliqué, ça, quand on dit ça. Je prends l'image toute simple. Vous fermez tous les volets chez vous. Il y a juste un petit ray de lumière en haut d'une fenêtre. Eh bien, si vous avez une plante à proximité, eh bien, votre plante, vous allez la retrouver avec une forme un peu bizarre parce qu'elle va aller par là-bas. Parce que ce ray de lumière, il favorise l'effort de cette plante pour persévérer dans son être. C'est aussi bête que ça. D'accord? Et toute chose réagit comme ça. Le chien, vous lui donnez un coup de pied, il se tire. On vous agresse, vous avez tendance à vous tirer aussi. On vous fait quelque chose d'agréable, vous avez au contraire tendance à être plus favorable, à vivre plus intensément, etc. Donc, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, toute situation ou tout corps extérieur qui fera obstacle à l'effort d'une chose pour persévérer dans son être va, au contraire, diminuer sa puissance. On me dit quelque chose qui me vexe, voilà, ça baisse ma puissance. On me dit quelque chose, ah, vous savez, vous êtes génial, ah, là, tout d'un coup, là, on se sent bien. D'accord? Bon. Mais on me le dira rarement, ça. Bon. Donc, ça veut dire qu'en fonction d'un nombre infini de facteurs, j'ai un ancien élève qui est derrière, là, qui hoche la tête, qui dit, il n'a pas changé cet idiot, il dit le même bêtise tout le temps. En fonction d'un nombre infini de facteurs, et vous comprenez bien que c'est un nombre infini et permanent, c'est constant. En fonction d'un nombre infini de facteurs, notre effort est plus ou moins facilité ou contrarié et correspond donc ou implique automatiquement un degré de puissance actuel qui est le nôtre et donc qui augmente ou qui diminue. D'accord? On a un petit coup de fatigue là parce que la conférence est un peu trop longue, hop, la puissance va diminuer. Finalement, c'est plus si agréable qu'au début. Ou au contraire, ah ça y est, on vient de comprendre quelque chose, hop, ma puissance augmente tout d'un coup. Et on n'arrête pas de faire ça en permanence, toujours. D'accord? Alors, ce qui va faire que, du même coup, que ce soit, je sais pas, j'ai passé une mauvaise nuit par exemple, boum, ma puissance est diminuée automatiquement. Tout va m'énerver. Bon. Le sourire de quelqu'un que j'aime, le sourire de quelqu'un que je déteste, la rencontre avec un serpent, ou bien une maladie bénigne, je viens de choper un rhume, bon, ça m'embête, mais bon, c'est pas très grave. Ou bien je viens d'apprendre que j'ai une maladie grave. Hein, ma puissance diminue un seul coup, là. Bon. Ça veut dire que tout vient augmenter ou baisser notre puissance et se traduit chez Spinoza en joie ou en tristesse. C'est ce qui est dit dans les 2 petites phrases que vous avez juste après. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Je me sens mieux, je vis un peu plus intensément. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. C'est tout, c'est pas plus que ça. Pas moins, pas plus que ça. Or, même si on réserve les termes de joie et de tristesse pour l'être humain, puisque là il parle de l'être humain, eh bien on peut penser que les comportements animaux, ah oui, c'est là que je parle des animaux, on peut penser que les comportements animaux
en termes d'augmentation ou de diminution de puissance en fonction de la manière dont ils sont affectés par les autres corps. Donc ça veut dire que si ma peur à moi, du serpent, etc., est tristesse et se traduit par exemple en agressivité, en violence, parce que j'ai peur, eh bien elle va affecter l'autre corps. Et le serpent lui-même va, parce qu'il tend à persévérer dans son être, réagir à cette agressivité, à cette violence, probablement en essayant de se défendre et en étant lui-même agressif et violent. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut penser aussi cette réaction en termes de diminution ou d'augmentation de puissance, puisqu'il cherche à persévérer dans son être. Alors que si je sais au contraire que l'autre corps est comme le mien, susceptible d'être affecté en vertu de la même loi naturelle qui nous anime l'un et l'autre, à savoir s'efforcer de persévérer dans son être, eh bien je peux chercher à comprendre ce qui, chez le serpent ou le requin par exemple, va l'affecter de manière positive, en ceci que son effort ne sera pas contrarié, mais au contraire sera favorisé par mon approche. Et donc, cet effort, vous comprenez bien, n'est pas inversement proportionnel chez moi et chez le requin, par exemple, ou chez le serpent dangereux. Il peut être augmenté chez les deux si je trouve en moi le comportement qui convient à moi et à lui. Alors, c'est ce qui m'amène à mettre en évidence, pour terminer, le fait que l'œuvre, donc l'œuvre majeure de Spinoza, s'intitule « Éthique ». Ce qui revient à poser dès le départ que pour lui, il ne s'agit pas d'écrire une morale. Je fais une différence, la dernière partie, je ne fais plus la pub, mais bon, dans la dernière partie, ma dernière partie s'intitule « Éthique contre morale ». Bon. Pourquoi? Parce que dans une morale, pour aller très vite, pour simplifier les choses, dans une morale, il y a le bien et le mal. Il y a des valeurs qui sauvent et des valeurs qui condamnent. Par exemple, le serpent, c'est le mal. Dans notre culture judéo-chrétienne, comme on dit, voilà, le serpent, c'est le mal. Probablement que l'antilope serait plutôt du côté du bien. Mais le crocodile qui la bouffe, il est plutôt du côté du mal. Lui. Bon, vous voyez, enfin bon, pour aller rapidement comme ça. Comme si chacun d'eux était défini objectivement par de telles valeurs. Mais en réalité, il n'en est rien, évidemment. Parce que dans une éthique, au contraire, dans une éthique, on ne pense pas les choses en bien et en mal, on les pense en bon et en mauvais. À condition de comprendre qu'une chose n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais que dans son effort pour persévérer dans son être, c'est-à-dire pour trouver et agir en vertu de ce qui est bon pour elle, eh bien elle peut du coup être bonne ou mauvaise pour une autre chose. Très concrètement, par exemple, la mauvaise herbe qu'il y a dans mon jardin, elle est mauvaise que pour moi qui veux avoir une pelouse impeccable. Mais pour elle, la mauvaise herbe est très contente d'être là, elle, puisqu'elle a réussi à exprimer sa puissance. D'accord? Le virus, il ne cherche pas à me tuer. Le virus, il ne cherche pas à me tuer, il cherche juste à persévérer dans son être. D'accord? Peut-être difficile à entendre, mais le chien qui cherche à me mordre, il a eu peur, ou voilà, il a été mal élevé, ou je ne sais quoi. Bref, il ne m'en veut pas particulièrement. Bon. Alors du même coup, il faut comprendre que l'éthique, me semble-t-il, est finalement ce que j'appelle une éthologie. Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est Gilles Deleuze qui a réfléchi sur Spinoza infiniment mieux que moi, évidemment, il y a quelques dizaines d'années, et qui explique que voilà, l'éthique, c'est en quelque sorte une éthologie, c'est-à-dire une compréhension des conduites des autres, qu'il s'agisse des hommes et femmes évidemment, qu'il s'agisse des hommes, des animaux, des plantes, de tout ce que vous voulez, à partir de la connaissance des mécanismes de ce qui se joue en moi et des causes réelles de mes conduites. C'est-à-dire que la raison me permet de savoir, par son pouvoir d'élaborer des notions communes, je vous rappelle, c'est cette idée-là, la raison me permet de savoir que tous les hommes et tous les êtres vivants en général obéissent à ces mêmes mécanismes. Être vivant d'ailleurs et être non vivant, on pourra y revenir un petit peu après si vous voulez. Ce qui veut dire qu'en fait, la thèse de mon exposé, la thèse de cet exposé, ça n'est certes pas de soutenir qu'il faudrait effacer la frontière entre l'homme et l'animal, comme ça, de manière absolument indistincte, sans discernement. Mais c'est de soutenir que du moins, si l'homme
utilise l'animal, si l'homme exploite l'animal, le domestique, le mange, le combat, etc., du moins, me semble-t-il, il ne devrait pas se considérer comme radicalement autre que l'animal, comme s'il était au-dessus des principes qui régissent les choses de la nature. Spinoza écrit bien à plusieurs reprises, mais notamment une fois très nettement dans l'Éthique, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Ce qui signifie que, en tant qu'il est inscrit dans la nature, c'est le deuxième empire dans la phrase, en tant qu'il est inscrit dans la nature, il n'échappe pas aux lois de la nature. Donc il n'est pas un empire indépendant, si vous voulez, dans un empire plus grand qui serait la nature. S'il est dans la nature, alors il obéit et il est soumis aux lois de la nature. Bon. Il n'échappe pas aux lois de la nature. Et même son âme, d'après Spinoza, même son âme doit être pensée selon les lois de la nature, selon les lois de la physique. Alors on peut étendre cette signification à l'idée que, devant l'animal, l'homme, me semble-t-il, a le devoir de comprendre comment lui-même fonctionne, afin de voir en l'animal un être qui fonctionne exactement de la même manière. Je vous remercie beaucoup. Bravo.